Et si le plus grand mathématicien de tous les temps était en réalité une mathématicienne? Juif sous le régime d'Hitler, pacifiste pendant la Seconde Guerre mondiale, socialiste ou encore du sexe féminin, cette mathématicienne n'avait aucune chance de son côté. Et pourtant, cette prodige hors norme réussira à révolutionner l'entièreté des mathématiques en seulement quelques années. Combat contre le pouvoir en place, découverte dans presque tous les domaines des mathématiques et idole du grand Albert Einstein, Amy Noether est, et oui j'ose l'affirmer, la plus grande mathématicienne de tous les temps. En outre, il y a tellement de choses à dire sur sa personne que j'ai fait appel à un ami pour m'aider. Salut, moi c'est Matador de la chaîne du même nom, enchanté, et aujourd'hui je vais aider Smart Science à parler de Amy Noether. Nous sommes le 23 mars 1882 et le soleil se lève sur la paisible ville d'Erlangen se trouvant dans l'Empire allemand. Dans un charmant petit hôpital, une femme, Amelia Kaufmann Noether, vient d'accoucher. Cette dernière est maintenant mère depuis quelques minutes. Elle vient de mettre au monde une petite fille, future plus grande mathématicienne de tous les temps et icône des sciences intemporelles. Amélie Amy Noether est la première d'une fratrie de 4 enfants. Et pendant sa tendre enfance, Amy ne se distinguera pas particulièrement des autres enfants. Elle aura certes des résultats plutôt corrects, mais elle est myope et a quelques défauts de langage. En réalité, Amy n'entendra même pas parler des mathématiques. Car oui, comme toutes les petites filles de son âge, elle sera contrainte à jouer à la poupée, apprendre à faire le ménage et à cuisiner. Mais étant dans une famille assez aisée, elle prendra également des leçons de piano. Bref, une vie plutôt banale. Mais plus tard sera découvert un travail qu'elle avait réalisé étant très jeune, et qui aurait pu révéler les prémices d'une future carrière brillante dans la recherche des mathématiques. Mais ce travail à l'époque avait passé inaperçu. Tandis qu'elle était invitée à un anniversaire regroupant plein de petites filles de son école, Amy s'ennuyait terriblement. Car Amy n'est pas une petite fille comme les autres. En réalité, elle s'ennuie tout le temps. Elle n'aime tout simplement pas faire le ménage, elle n'aime pas faire la cuisine et elle n'aime même pas faire le piano. Entre autres, elle n'aime pas la vie qu'on lui a imposée. C'est donc pendant ce goûter d'anniversaire que Amy griffonnera la réponse à un problème mathématique d'un niveau bien plus avancé à son âge. Révélateur d'un esprit extrêmement logique. Malheureusement, à ce moment, Amy ne connaissant pas la noble discipline que sont les mathématiques, elle n'éprouvera donc pas de passion à leur égard. Amy va donc continuer à subir une vie qu'elle n'a pas choisie. Elle ira dans un lycée pour filles et étudiera la littérature et l'anglais, et passera en l'année 1900 à un examen permettant de devenir enseignante dans ces langues et obtiendra un très bien. En outre, Amy se faisait jalouser de tout le monde. Et oui, elle a le parcours rêvé dans une bonne famille, elle a de bonnes notes à l'école, elle est plutôt douée au piano, bref, tout lui réussit. Mais une belle vie selon les autres, car je vais me répéter, mais Amy n'en veut pas de cette belle vie. Une chose est sûre, elle ira étudier dans l'université de sa ville. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas chose simple. La direction de l'université déclara que la mixité dans l'université bouleverserait l'ordre académique. Mais vous savez quoi, Amy ce n'est pas une personne comme les autres. Et elle réussira quand même à rentrer dans cette université. Mais attendez, je crois pas que vous vous rendiez bien compte. Cette université est quand même composée de 986 étudiants, et parmi tous ces étudiants, seulement 2 sont des filles, dont Amy. Et une fois dans cette université, les choses ne sont pas plus simples pour autant. Au début de chacun de ses cours, pendant ses 3 années d'études, elle devra demander la permission à ses professeurs pour assister à leurs cours. Mais bon, sa priorité ne sont pas les inégalités, et elle va devoir les surmonter pour accroître ses connaissances, qui est entre autres son but premier. Alors elle élargira ses connaissances à une vitesse fulgurante et réussira seulement 3 ans plus tard l'examen de fin de parcours. À ce moment, Amy est sur un petit nuage, et ce nuage n'est qu'au début d'une longue route. Car oui, les choses vont un petit peu s'améliorer de son côté. Pendant l'hiver 1904, Amy ira étudier à l'université de Göttingen. Laissez-moi répéter, elle ira étudier à l'université de Göttingen. Bon, vous l'avez toujours pas? Je vais vous expliquer pourquoi cette nouvelle est juste génialissime. En gros, à cette époque, quand on fait des maths, il y a un endroit où l'on a envie d'aller, c'est à Göttingen. Parce qu'en fait, dans cette ville, il y a juste tous les plus éminents mathématiciens du monde. Ce qui permettra donc à Amy d'assister à des cours d'astronomie de Karl Schwarzschild, de rencontrer Hermann Minkowski, Otto Blumenthal, Felix Klein, ou encore David Hilbert. Des noms qui ne devraient pas vous être méconnus si vous vous intéressez un minimum aux mathématiques. Et tiens, encore une bonne nouvelle, vous savez quoi? Très peu de temps après son passage à l'université, les restrictions de droit concernant les femmes seront abolies. Même si cela n'a jamais été dit officiellement, mon petit doigt me dit que Amy y est pour quelque chose. Enfin bon, le temps passe et entre ses études et toutes les rencontres qu'elle a pu faire, Amy devient une grande passionnée des mathématiques.
Elle commence même à se faire une petite renommée et se voit donc invitée par David Hilbert et Felix Klein, de très grands mathématiciens de leur temps je le rappelle, à retourner à l'université de Göttingen, mais cette fois-ci non pour étudier, mais plutôt pour enseigner. Mais c'est la douche froide car finalement toutes ces discriminations ne sont pas prêtes de s'arrêter. En effet, bien qu'ayant obtenu ce poste d'enseignante, Amy n'a pas réellement de poste officiel, elle n'est que suppléante, et n'est même pas payée. Et même pire que ça, quand elle donne des conférences dans l'université, ces dernières sont données au nom de Hilbert. Et vous savez quoi, c'est pas ça qui va l'empêcher de continuer son ascension dans les mathématiques. Car encore très jeune pour une mathématicienne, Amy va démontrer un théorème qui sera connu sous le nom du théorème de Noether. Un théorème juste faramineux et exceptionnel, mais je vais vous laisser Matador vous l'expliquer, il le fera bien mieux que moi. Alors, le théorème de Noether, il s'énonce comme ça, mais n'ayez pas de crainte, je vais tout expliquer. Fuyez, pauvre fou! À toute transformation infinitésimale qui laisse le Lagrangien d'un système invariant à une dérivée temporelle totale près, correspond une grandeur physique conservée. Et vous comprenez bien, hein, on va juste le vulgariser parce que pour le comprendre vraiment, ça demande trop de prérequis mathématiques que j'ai même pas moi-même, on va pas se mentir. Donc voilà, en gros, le théorème de Noether, il fait le pont entre les lois de la conservation et la symétrie des lois de la physique. Les lois de la conservation, c'est quoi ? Bon, ça va, en fait, c'est bon, on connaît. L'un des plus vieux principes de conservation qu'on connaît, c'est celui de la conservation de la quantité de mouvement, qu'on doit entre autres à Galilée, hein, c'est ce qu'on appelle couramment le principe d'inertie. En l'absence de toute force, les objets suivent une trajectoire rectiligne uniforme, le mouvement est comme rien, tu connais. Plus proche de nous, hein, on a le principe de la conservation d'énergie qui nous dit que l'énergie elle se crée pas de n'importe où et que tout n'est qu'une question de transfert d'énergie d'une forme à une autre. C'est là qu'on retrouve la fameuse formule de Lavoisier, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, même s'il l'a jamais dit comme ça. Hein. Ou bien encore une petite formule dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Un petit peu moins intuitif mais beaucoup plus surprenant, on a la conservation du moment cinétique qui se manifeste sur un objet par un mouvement rotatif autour de lui-même. Les patineurs et les patineuses, ils utilisent ce principe tous les jours. Hein. Bon, ça c'est pour les principes de conservation. Et les lois de la symétrie alors ? Eh ben c'est assez simple, hein. La symétrie c'est l'ensemble des transformations qui laissent intacte la structure d'un objet. Alors on en a plusieurs, hein. On a la symétrie par translation, par rotation. Par exemple, il existe une symétrie par translation dans le temps. Alors ça, on peut le vérifier tous les jours, hein, en constatant que si vous laissez un objet, mettons un chou-fleur, pendant 5 secondes sans y toucher, 5 secondes après, ça reste un chou-fleur. Non, c'est... Oh! Et ça marche aussi pour les artichauts. Bon, le théorème de Noether, il dit en gros que pour chaque transformation qui ne change pas les lois de la physique, on peut associer une loi de conservation. Il y a une sorte d'équivalence entre les deux. Non, c'est... Oh! Ça, c'est en français, hein, parce qu'en maths, ça donne ça. Hello, darkness, my old friend. Merci, mais Amy ne va pas s'arrêter là. Ce théorème ne sera pas la seule avancée qu'elle fera. Elle publiera un nombre incalculable d'articles, que ce soit en théorie des idéaux dans les anneaux, ou encore sa théorie des groupes et nombres hyper complexes, ou un article sur l'algèbre non commutative, ainsi qu'un autre sur l'arithmétique non commutative, et bien d'autres articles qui découleront de ces premiers. Encore une fois, je laisse place à Matador qui va vous vulgariser quelques avancées de Amy Noether. Non. C'est gentil, hein, mais j'ai clairement pas le niveau pour comprendre les travaux d'une telle génie. C'est bien au-dessus de mes capacités. Je peux juste témoigner du fait qu'elle a contribué à asseoir la solidité de la relativité générale d'Einstein, parce que quand le grand Hilbert l'invite à Göttingen, en fait, c'est pour qu'elle travaille sur un paradoxe de la relativité qui semblerait violer le principe de la conservation d'énergie. Et c'est grâce à ces travaux que ce paradoxe est levé, ce qui fera dire à Einstein tout le bien qu'il pense de Noether, en qualifiant son théorème de monument des mathématiques. Le temps passe et quelques années plus tard, durant l'hiver de 1928, Amy, continuant de charbonner les mathématiques, se retrouve invitée à Moscou. Et oui, on l'oublie souvent, mais il y a aussi énormément de grands mathématiciens en Russie, ou à l'époque en URSS. Elle va donc à Moscou pouvoir travailler en collaboration avec d'autres mathématiciens, et elle contribuera notamment énormément à la théorie de Galois. Pour tout vous dire, les anecdotes dans ce genre au sujet d'Amy, il y en a énormément. Mais pourtant, cette dernière ne sera pas reconnue tout de suite pour ses travaux. Et même ne sera que très peu payée, devra fuir certains pays en guerre et ne pourra pas aller dans certaines universités dues à son genre. Enfin bref, sans sa détermination, je ne pense pas qu'elle aurait pu aller aussi loin qu'elle a été. Mais finalement les choses vont un peu améliorer, car en 1932, Amy Noether est reconnue pour ses travaux en gagnant le prix Alfred Ackermann Teubner.
Et même si clairement les inégalités jonchent le quotidien de cette mathématicienne, il est clair que, avec le temps, Amy se voit monter en grade ainsi que de plus en plus récompensée et reconnue pour ses travaux. Et c'est ainsi que se finit la vie finalement rêvée de Emmy Noether. Bon, je rigole, je vous ai menti. Quand Adolf Hitler devient chancelier en 1933, Amy est contrainte de quitter toutes ses fonctions et même de migrer hors de l'Allemagne. Elle sera donc contrainte d'aller en Amérique, plus précisément en Pennsylvanie. Mais en fait, elle ne sera pas la seule. Einstein, lui par exemple, ira à Princeton, également aux États-Unis. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais la fin de vie d'Emmy Noether sera difficile, et elle décédera malheureusement en 1935 d'une infection rare et violente avec une température s'élevant à 43 degrés Celsius. Amy aura vécu 53 années, durant lesquelles elle révolutionnera les mathématiques ainsi que la physique par extension et les sciences en général. Les contributions les plus importantes de Emmy Noether concerneront un nouveau domaine, l'algèbre abstraite. Mais post-mortem, les hommages qui lui seront faits seront nombreux. Que ce soit Association pour les droits des femmes en sciences, les rues ou les lycées en son nom, Emmy Noether sera un nom qui restera reconnu dans la sphère des mathématiques. Mais malheureusement, bien trop méconnu du grand public. Albert Einstein avait même une grande admiration pour Emmy Noether. Lorsqu'on lui demandera un jour son avis sur les contributions de cette mathématicienne, Einstein aurait répondu d'une manière élogieuse « Noether est la plus grande mathématicienne qui n'ait jamais existé ». Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci à Matador. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, premier lien dans la description. Quant à vous, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez cliquer sur les 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran et moi je vous dis à bientôt.